Oui. Donc si pendant que je parle, il y en a qui veulent mettre des illustrations, vous avez absolument le droit. Oh, je veux bien. Euh, Oh là là, maintenant que je vois, c'est je tire mes infos, alors en partie incroyable. d'un osprey Spanish, les armées espagnoles des guerres napoléoniennes Et 1793 1808. Merci il se Azwin. permet de me gratter la barbe, c'est incroyable. Donc alors c'est René Chartrand, c'est un Québécois né à Montréal, donc un Canadien, pardon. Et il a derrière lui une trentaine d'ospreys. Osprey, c'est pas la Bible, mais c'est vachement intéressant. Il y a de il y a de très jolies planches. Donc je vous le conseille pour ceux qui connaissent pas et surtout qui parlent anglais. Excuse-moi, Il Égide, y a pas beaucoup je vais d'osprey faire en ça. français. Hein. Sinon, S'il te plaît, je Gustavo. tire également mes infos Ma moustache, on la voit pas. Surtout, t'as vu? d'un C'est tout. bouquin. C'est tout, là. Attendez, hop. Ma barbe, il y a Moïse. Non, mais C'est Moïse Charles qui est idiot, il Esdale. est idiot. Alors c'est pareil, hein, c'est de l'anglish, hein, Oh parce là là. que je suis désolé, mais dès que je cherche des références sur ce genre de choses, eh ben, on dirait que les Français, ils ont oublié, hein. Alors c'est Charles Esdale, The Peninsular War, parce que les Britanniques appellent la guerre d'Espagne la guerre péninsulaire, hein. C'est la péninsule ibérique. Alors, je vais pas forcément commencer avec le départ en 1808 de, de la campagne espagnole. Je démarre. Alors, je m'appuie également, pardon, sur toute une série de vidéos excellentes de Kings and Generals et de un autre channel comme dans le même genre, parce que c'est très synthétique. euh, pour ceux qui n'ont pas forcément ni le temps ni la volonté de lire des bouquins, bon, ça, c'est regrettable. J'ai pompé le titre et une partie de ma trame sur Epic History TV parce que ils ont appelé ça Napoleon's Vietnam Spain 1809-1811 et je trouve que c'était assez bien. J'ai trouvé le titre vachement intéressant parce que c'est en étudiant la guerre d'Espagne, euh, je, je suis arrivé à peu près à la même impression, sauf que j'avais pas pensé à appeler ça le Vietnam. Et je trouvais ça pas mal. Euh, Il y a pas mal d'historiens qui disent que Napoléon Bonaparte a commis une erreur, etc. Machin. Donc j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Pour le coup, je vais faire mon britannique. Je n'insulterai pas Napoléon Bonaparte. Vous savez que je ne le ferai plus. En public en tout cas. On a beau être royaliste, moi je veux pas rejoindre le cœur des enfoirés qui crachent sur l'histoire de France. Donc Napoléon Bonaparte, on a certainement des griefs et des querelles. Euh, mais je préfère Napoléon Bonaparte à un gauchiste, tout de même. Euh, donc c'est pour ceux qui rage quittent, je les comprendrai, hein, pas de problème. Donc en 1809, donc on est en gros un an avant le démarrage de la campagne en Espagne, qui a quand même, ça s'est mal engagé pour les Britanniques. Canonnier, mets-toi en muet s'il te plaît parce que tu déclenches. En 1808, ça s'est mal engagé pour les Britanniques et l'armée de Moore a dû s'échapper par la Corogne. Donc on est en 1809, un an après, à peu près, et euh, Napoléon Bonaparte est vraiment au sommet de sa puissance, hein, puisque il a... Attends, on doit entendre des trucs pas géniaux. Ah, excusez-moi. Je viens de réaliser que ça passait dans mes... voilà. Donc, il a remporté une victoire écrasante à Wagram contre l'Autriche.
et leur a imposé en fait un traité humiliant. Et la, la- on peut dire que en fait l'invasion de l'Espagne et du Portugal était une opération assez mal avisée. Mais c'est commencé et ça continue. Euh, je vais juste vous faire un déroulé, après vous verrez où je vais en venir. En fait, Napoléon va placer par un subterfuge, on pourra y revenir dessus, Joseph, son frère, sur le trône d'Espagne. Le, les Français considèrent que les Espagnols, les Bourbons d'Espagne, sont décadents. C'est vrai ils sont pas, hein, ils sont pas dingues hein, quand même. Les Bourbons d'Espagne à cette époque-là, quand même, c'est pas, ça a sacrément perdu de sa superbe, hein, l'Espagne. Euh, et Joseph, en fait, il y a un problème, bien sûr. Vous avez un pays, c'est ça qui est intéressant dans la guerre d'Espagne. On va y revenir un peu après, mais juste un petit aparté, c'est que l'Espagne, c'est un pays catholique, euh, très très catholique, hein, vous le savez. Et d'un coup, en fait, Joseph débarque avec ses idées nouvelles, etc. Il y a un peu un choc des cultures hein, quand même. Et donc, en fait, Napoléon réussit un double exploit, hein. Il, réussit, il réussit à s'aliéner un pays entier contre lui. euh, et en plus de ça, il écrase toute l'armée espagnole. Donc, je vous passe le siège de Saragosse, il y a tout un tas de choses qui se passent, Vimero, etc., en 1808, qui sont une sorte de préambule à ce qui va se passer. Parce qu'en fait, en février 1809, il y a le second siège de Saragosse, et il y a, ça va coûter 54 000 vies aux Espagnols et 10 000 aux Français. Alors, la population, c'est ça qui m'intéresse beaucoup en fait dans la guerre d'Espagne, c'est que la population espagnole, elle est intégralement impliquée. Euh, quand vous lisez j'ai récemment lu des biographies de soldats de Napoléon. Et alors, ce qui est vachement intéressant, c'est que lorsqu'on lit les biographies de ces gens-là, vous le savez, en fait, la- l'armée napoléonienne, le principe qu'avait Napoléon dans le déplacement de ses troupes, était de scinder en plusieurs corps. Hein, c'est lui qui invente les corps d'armée. Et ces corps, en fait, prennent des routes différentes et ne convergent que sur un point au moment où, en fait, où il veut livrer la bataille. Et du coup, en fait, tous ces corps vivent sur le pays pendant qu'ils se déplacent. Et alors, en Allemagne, c'est bien. Enfin, toute l'Europe de l'Est, là, c'est de la plaine, c'est parfait, tout va bien. Mais en Espagne, c'est un peu compliqué l'Espagne. Il y a du relief, les routes sont vraiment pas bonnes, et ça va pas bien se passer. En fait, les Anglais en 1808, enfin vers la fin, ils se sont échappés par le port de la Corogne. Euh, le général Moore, en fait, avait placé des troupes d'arrière-garde déjà, ça ralentissait pas mal les troupes françaises. Il y a notamment une unité qui s'appelle le 95e régiment de fusiliers. Hein, c'est des types en vert, équipés de fusils. C'était les seules unités dans le secteur à être équipées de fusils à canon rayé, etc. Sur le modèle des Jaeger autrichiens. Ils vont vachement ralentir la progression des Français. Et lorsque les Français vont arriver à la Corogne, une grande partie de l'armée britannique est déjà rentrée, en fait, est déjà montée sur les bateaux et ils arrivent à s'échapper. Et heureusement, parce que sinon, en fait, l'armée britannique était détruite. En avril, les Anglais reviennent. Les Anglais débarquent, sans mauvais jeu de mots. C'est un vrai débarquement. Débarquer à cette époque-là, c'est pas un truc simple. Il n'y a pas de chaland, etc. On débarque en chaloupe. Ça aurait pu être une opération, ça aurait pu être un fiasco total. Euh, ils vont débarquer en fait à Lisbonne.
Ils vont débarquer à Lisbonne et à la tête de cette armée, c'est Sir Arthur Wellesley qui deviendra bientôt en fait. Mince, je me rappelle jamais de son titre. C'est pas possible. Mince. Ah, bon sang. Vous m'en voudrez pas si je me rappelle pas de son. Wellington, c'est grave. On le connaît souvent sous ce nom-là, mais moi en fait j'ai juste intégré Arthur Wellesley et pas son titre. En fait, Arthur Wellesley, euh, il va commencer à prendre du galon justement pendant cette campagne d'Espagne. Ce qui va se passer, c'est que il va entraîner les troupes portugaises et il va bien les entraîner parce qu'elles vont commencer un peu à s'étoffer. Et Wellesley, en fait, trois semaines après son arrivée, euh, marche contre le second corps du maréchal Jean de Dieu Soult, euh, qui avait pris récemment Porto. Soult et ses troupes étaient très très occupés à piller le secteur. C'est ce que je reviens sur ce que je disais précédemment. Quand on lit les biographies euh, des gens de cette époque-là, des soldats ou des futurs généraux, etc., il y en a vraiment une palanquée, hein, vous pouvez vraiment en lire un paquet. J'ai notamment en tête celui d'un maréchal des logis, si je me rappelle bien. Quand vous le lisez, on dirait qu'il est étonné que les Espagnols soient aussi peu sympas avec les Français. Euh, C'est-à-dire que il les trouve horribles, pas accueillants, et on dirait qu'il s'étonne, mais de manière assez ingénue, c'est vraiment bizarre, genre, putain, ils sont pas sympas avec nous quand même. Bah, ce qui est, on peut comprendre ça parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous lisez sa biographie à ce gars, il a fait les campagnes précédentes à l'Est, et ça s'est bien passé. Les gens étaient relativement indolents. On accueillait les soldats dans les fermes, etc. Tout allait très bien. Les Espagnols, c'est pas ça. Et les Portugais encore moins. Et même, ils se plaignent parce que on leur tend des embuscades. Euh, alors, le temps est dégueulasse. Il y a des inondations de partout. Les routes sont pourries. Vous avez un exemple où, en passant une rivière, il y a 6000 mecs qui se noient. Enfin, voilà, c'est vraiment pas. Donc là, ils sont occupés à piller la région et ils voient pas arriver Wellesley. Et bientôt, en fait, De Soult est en pleine retraite euh, à travers les montagnes d'Espagne. Donc il repart du Portugal en direction de l'Espagne. Donc Wellesley se retrouve à sécuriser le Portugal et il va donc essayer de planifier une stratégie générale euh, avec les Espagnols, et notamment le général Cuesta, qui est le commandant de l'armée espagnole d'Extremadura. Le 10 juillet, les deux commandants en fait vont se retrouver à Casas de Miravete pour discuter leur stratégie. Mais les relations entre les Espagnols et les Britanniques sont pas extrêmement cordiales. C'est logique. Ils ont quand même passé plusieurs siècles à se taper sur le groin. Et là, d'un coup, il faudrait qu'ils effacent toute leur querelle et qu'ils s'allient. Les Espagnols se demandent ce que viennent foutre les Britanniques ici, et on peut les comprendre. En fait, euh, il est vrai que on n'a pas comment dirais-je, on peut comprendre que les Espagnols se demandent ce que viennent foutre les Britanniques en Espagne. Avec le recul, on sait pourquoi ils sont là, mais ça allait pas bien. Et en fait, bon an mal an, ils vont quand même essayer de s'allier. Et Wellesley essaye de prendre le commandement en fait des forces britannico-espagnoles, mais les Espagnols sont pas très très chauds. Et en fait, ils vont convenir d'une avance conjointe
le long de la vallée du Tage en direction de Madrid. Parce qu'en fait, si vous voulez, à ce moment-là, l'Espagne, elle est globalement occupée par la France. Et il y a plusieurs corps d'armée. Alors l'armée espagnole de l'époque, c'est pas c'est pas quelque chose de très très bien entraîné, pas très très bien équipé en 1809. Ils se sont bien fait rosser par les Français. Et on a, on a plutôt des corps d'armée assez disparates, des paysans qui rejoignent les corps d'armée. Et vous avez inversement des soldats en fait qui quittent l'armée, qui désertent, mais qui se joignent à des troupes de guérilla. Et je vais en parler un peu après. Donc, vous avez une armée qui remonte le Tage en direction de Madrid et le général Venegas qui remonte par la Mancha. Face à leur avance, on a le premier corps du maréchal Victor qui s'est retiré à Talavera, grosse bataille, et qui a été rejoint en fait par le roi Joseph et le quatrième corps. En fait, normalement, ce, ce dispositif était censé défendre Madrid de la progression portugo-britannico-espagnole, mais il devait y avoir également un mouvement enveloppant de la part de Jean de Dieu de Soult, qui était censé venir sur les arrières du corps britannique et les couper de leur retraite et les prendre en tenaille. Sauf que Jean de Dieu de Soult, il a du mal à progresser, une fois de plus, parce que le terrain est pas bon, etc. Ils arrêtent pas de se faire attaquer par des guerrieros. Et du coup, tout ça étant tardant un peu trop, Joseph remonte à Madrid. Et en fait, une partie du dispositif se met à attaquer Talavera, et donc c'est la bataille de Talavera. Et les Britanniques soutiennent l'assaut des Français et vont bien le soutenir. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tenir avec beaucoup de discipline. C'est là aussi où on voit que les Portugais vont bien tenir leur rôle. Et en réalité, si on compare, c'est ce que dit, enfin, si vous regardez les vidéos que je vous ai indiquées, la bataille de Talavera, c'est pas une très grosse bataille. Et si on la met en correspondance avec ce qui s'est passé plutôt sur l'Europe de l'Est, Wagram, etc., c'est des engagements énormes. Les engagements qui en Espagne peuvent paraître faibles par rapport à ce qui se passe. Mais en fait, vous avez ce Sir Arthur Wellesley qui sait bien faire, qui sait bien s'occuper d'une petite armée sur un territoire donné et qui va vraiment bien faire chier les Français, pour le coup. Et à court terme, on ne peut pas s'attendre à une victoire, mais on voit que sa stratégie à long terme va être payante. Euh, Bref, je vous passe tout un tas de péripéties, mais si vous voulez, en fait, il y a, pendant que les armées se tapent sur la tronche, vous avez tout un tas de gens en Espagne qui essayent, alors certains se rallient aux Français, d'autres essayent de former une sorte de junte euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir contrôler encore un peu l'Espagne. Et puis par-dessus tout ça, vous avez, alors attendez, vous avez également des guerrieros. Guerilla, hein, en espagnol, c'est la traduction directe de petite guerre. Alors pour ceux qui étaient, alors je sais pas si certains d'entre vous étaient là précédemment, euh, la petite guerre en fait c'est par opposition à la grande, entre guillemets, à la grande guerre, c'est-à-dire en fait au mouvement de troupes, à la guerre en ligne, etc. La petite guerre, c'est cette guerre d'escarmouches, etc. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je vais vous rabattre les oreilles avec ces choses-là pendant, je pense, toute l'année, hein. Pas de raison, autant se faire plaisir.
Et le terme guérilla vient de là. Et la guérilla en Espagne, elle est vachement intéressante. Elle est vachement intéressante parce que à l'époque moderne, on voit vraiment, en fait, si vous voulez imaginer l'Espagne dans sa globalité, avec les villes principales tenues par des petites garnisons françaises. Et puis vous avez, en venant du Portugal, une petite armée plutôt bien entraînée, hein. L'armée anglaise, elle est peu nombreuse, mais elle est de très très bonne qualité, hein. Euh, et ils rentrent là-dedans un peu comme dans du beurre. Mais en plus de ça, sur le territoire, vous avez des groupes de guérilla. Parmi les grands guerrieros, je vais essayer de retrouver leur nom. Voilà. Alors, on a au nord de Madrid, Juan Martín Díez, qui est un ancien soldat et qui est connu sous le nom de El Empecinado, le têtu. Il dirige une guérilla de 6000 hommes, c'est considérable. En Navarre, Espoz y Mina, un ancien paysan, qui dirige une groupe très bien organisée et qui cause des ravages, notamment sur les convois et les courriers, en fait, sur un axe stratégique qui va de Burgos à Bayonne. Et il est connu parce que quand il chope un collaborateur, donc quand il chope un Espagnol qui marche pour les Français, il lui grave sur le front Viva Mine. Ils ont un humour particulier, les mecs, hein, quand même. Euh, à l'ouest, vous avez un gars qui s'appelle Julian Sanchez, qui est connu sous le nom de El Charo, et il, euh, il s'est autoproclamé Lancero de Castilla. Donc il a des lanciers, et en fait, c'est marrant, on dirait des personnages de film. Il a un shako sur la tête qu'il a piqué à un Français. Et vous savez, les shakos, en fait, ils ont des. Les shakos, c'est ces espèces de coiffures hautes, là, comme ça, hein. Et les shakos français ont l'aigle impérial dessus. Et donc lui, en fait, il commande avec un shako français avec l'aigle inversé. Voilà, c'est ça, sa manière de. C'est un punk. C'est un punk. Euh, Et en fait, voilà, il y avait. Bon, ça, c'est les principales, mais il y avait des dizaines de bandes de guerrieros en Espagne. Alors, c'était pas tous de fervents patriotes, hein. Au milieu de tout ça, vous avez tout un tas de types qui sont tout à fait contents de profiter du chaos général pour s'enrichir, pour commettre des exactions, etc. Et il est certain que la guérilla, déjà parce que un procédé de guerre asymétrique, c'est un peu moins propre, entre guillemets, que de la guerre de position, si tant est que ce soit propre. Mais dans le sens où, vous me pardonnerez l'expression, c'est propice au coup de pute, hein, voilà. C'est propice à la torture. euh, quand les Français doivent peut-être lutter contre la guérilla, bah, ils vont essayer de torturer un ou deux gars, etc. Les guerrieros vont faire pareil, des représailles. Donc ça va donner en fait un climat. L'Espagne à cette époque-là, euh, c'est euh, c'est littéralement invivable. Par exemple, les routes sont si dangereuses pour les Français, hein, qui sont la force d'occupation quand même, que pour pouvoir faire circuler un courrier sur des routes, il faut quelquefois des escortes de 200 cavaliers pour un courrier. Et donc, il va se passer la chose suivante, c'est que Arthur Wellesley est en train de pénétrer en Espagne, menace Madrid, entre parenthèses. Donc si les Français opèrent une concentration de leurs troupes pour venir affronter Wellesley et le défaire, parce qu'ils en ont les moyens, bah, ça veut dire qu'en fait, tout le reste, tous les groupes de guérilla qu'il y a sur tout le territoire espagnol, bah, ils se soulèvent et ils sont dans la merde. Donc du coup, en fait, on va voir tout le long de la guerre d'Espagne ces espèces de sortes d'aller-retour en fait en permanence entre
des concentrations de troupes et puis, une occupation du terrain et cetera. C'est pour ça, alors je voulais pas vous faire je vous le ferai, hein, de toute façon, je pense, dans les mois qui viennent. On reviendra très souvent sur la guerre d'Espagne parce qu'il y a des batailles très, très intéressantes. Je pense à Vimero, par exemple, ou ne serait-ce que le premier siège de Saragosse. Le 1er siège de Saragosse est intéressant du point de vue, justement, de la guérilla parce que les Espagnols, l'armée régulière espagnole, elle est pas bien et c'est parce que la population dans son ensemble va, heu, va rejoindre, en fait, l'armée et que les troupes françaises vont pas réussir à prendre pour la première fois Saragosse. Heu, c'est un on moi, en fait, ce que je trouvais intéressant, on peut peut-être en parler un peu après, mais ce que je trouvais intéressant vis-à-vis de la guerre d'Espagne, c'est ça, c'est que on voit bien que une population enracinée, religieuse, parce que, énormément de troupes de guérilla sont menées par des prêtres en Espagne. Les prêtres vont au feu, hein. C'est d'ailleurs quand vous lisez, heu, justement les mémoires de soldats de Napoléon, heu, ça les emmerde beaucoup, hein. Ça et c'est même bizarre de le soldat de Napoléon, enfin pas je pense encore à ce maréchal des logis, quand il vous décrit, certains villages espagnols, heu, vous avez l'impression que c'est Jean Gauchiste qui est en train de vous parler des tradis, quoi. Enfin, c'est vraiment vraiment bizarre, que déjà à ce moment-là, en fait, il y ait déjà cet écart, en fait. Et donc, pour revenir à ce que je disais, vous avez donc un territoire avec une population homogène, guidée par des religieux, heu, qui à un moment donné, ils font bloc et ils font front et l'armée française, elle a vraiment du mal, elle tient pas le territoire, d'autant plus que c'est un territoire, l'Espagne, qui est, très accidenté, avec, beaucoup de rivières. Donc ça veut dire que le déplacement d'un gros corps d'armée, est tout de suite problématique puisque vous avez des problèmes notamment avec les ponts, hein. Heu, on est à une époque où la cavalerie, est importante, où l'artillerie, elle est tractée par des chevaux, donc vous pouvez pas faire passer les ponts, n'importe où, n'importe comment, hein. Hem, il y a aussi un autre élément qui, dans la guérilla, est très important et va beaucoup servir Arthur Wellesley, c'est, le renseignement. Les guérillas, en fait, vont être une source de renseignement énorme, pour, pour l'armée espagnole, ça c'est certain, mais également, pour les troupes du futur duc de Wellington. Donc, je voulais, voilà, vous faire un petit préambule à ce que je vais essayer de faire, tout au long de cette année, notamment, sur, des émissions sur le cercle. Mais c'est ce que je disais dans mon live de dimanche. Ce sera également quelque chose que je vais petit à petit mettre en vidéo, en utilisant, mes sculptures, toutes mes figurines et cetera, pour essayer de transmettre, l'histoire par le wargame. C'est voilà, on peut en discuter, de la pertinence de ça. Je m'en fous d'ailleurs. Moi, je trouve ça intéressant, ça m'éclate et je pense que pour les gosses, on est sur quelque chose, qui est un peu plus ludique. Donc en fait, pour, revenir un petit peu, au fil des combats, parce que je me suis un peu avancé, je trouvais ça important de vous faire un petit peu cette digression. Mais en gros, on voit bien que l'armée française, globalement, elle se comporte bien sur les batailles. Cela dit, hem il y a des comme on est éloigné du pouvoir et que Napoléon n'est pas tout le temps là, il y a des problèmes de transmission d'ordre et très souvent, en fait, Napoléon donne des ordres à ses maréchaux
Mais comme il est à Paris et que ça met plusieurs semaines à descendre, très souvent lorsque les ordres arrivent, bah, ils sont, hors de propos, ils servent à rien. Et alors moi je suis pas un grand spécialiste de Napoléon, vous le savez très bien, mais je commence un peu à cerner quand même le personnage. Hem, on voit bien que c'est un dirigeant, enfin c'est un général qui, qui réfléchit vite et qui base toute sa tactique sur la rapidité, et c'est logique, hein, la rapidité de manœuvre et cetera. C'est ce qui va lui valoir énormément de victoires, mais pas que. Mais là, en fait, il est pas bien en Espagne. C'est pour ça qu'on peut appeler ça le Vietnam de Napoléon. Parce que, il y a quand même pas mal de points, de points de relance avec la guerre du Vietnam. Au Vietnam, on a un territoire qui est pas facile à circuler, hein, d'où l'emploi très rapide des hélicoptères par les Américains. Les Américains n'auraient pas eu les hélicoptères, bah, ça aurait donné un peu ce qui est arrivé aux Français, sur le même territoire, mais qui s'appelait l'Indochine. Hem, on a une population qui est homogène, dans sa majeure partie. Alors, ils sont pas religieux, mais ils sont devenus communistes, hein, ce qui ce qui confine à la secte, hein. Ils sont un peu, d'ailleurs les seuls à ne à ne pas suivre le mouvement, c'est les gens des montagnes, heu, les Méos et cetera. Donc, c'est une guerre, ce sont 2 guerres, pardon, qui sont extrêmement coûteuses en vie. J'ai pu, alors attendez. La guerre d'Espagne va coûter 240 000 soldats. C'est beaucoup. 1808 à 1811 à peu près. Ça fait beaucoup. Hem, sans compter en fait tout le côté, civil de la chose, hein. Ça parce que tout à l'heure en rigolant, on parlait de Masséna. Masséna à un moment donné, il est très, très embêté quand il doit se replier. Il se replie pas assez vite parce qu'en fait tous ses soldats sont chargés de butin. Et ç et ça va lui coûter, très, très cher à Masséna. Ça va tellement lui coûter cher qu'il va tomber en disgrâce et cetera. Ses hommes ne le respectent plus parce que il a sa maîtresse, il trimballe sa maîtresse avec lui. Alors, pareil, tout à l'heure, on en rigolait, mais enfin, c'est certainement pas le truc le plus avisé qu'il ait pu avoir. Hem, attendez, alors laissez-moi reprendre mes notes. Oui, voilà, c'est ça. Donc le Vietnam de Napoléon, c'est une guerre qui va coûter à son empire une moyenne de 100 victimes chaque jour. C'est beaucoup. Surtout quand, on est engagé potentiellement par la suite sur d'autres fronts et cetera. Puisqu'en 1812 va commencer, l'invasion de la Russie et avec les conséquences qu'on sait. Et c'est à l'occasion de l'invasion de la Russie que finalement, Wellington va utiliser, toutes les guérillas et cetera et ils vont ils vont décaniller l'armée française et ce sera réglé. Hem, je pense avoir fait à peu près tout le tour de ce que je voulais vous dire. Ouais, non, après je vous dis, après on peut revenir sur certains trucs. Juste à préciser que la résistance, portugaise et espagnole commence tout de suite, hein, dès 1808 jusqu'à, 1812. Donc, il y a pas un temps de sidération et cetera. Il y a, quelques, j'allais dire illuminés, mais c'est un peu le cas, hein, quelques fervents défenseurs des Lumières espagnols qui vont essayer de se lier à Joseph, mais ça prendra pas. Hem, voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous voulez, on peut revenir sur des points, parce que j'avais fait toute une chronologie, mais finalement, je vois que je me suis un peu écarté de mon plan. Je Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, attends, où est-ce que c'est? J'ai pas regardé le tableau, moi. Alors
d'accord. Non. Alors, est-ce que vous avez des questions? Mettez-moi un petit plus là, au tableau. Si vous en avez pas, c'est pas grave, hein. Ou des remarques à faire. M'entends? Oui, Arsène. Euh, Tu sais, tu nous avais, lors de la précédente présentation, euh, démontré que la petite guerre, enfin, tu sais, on nous apprend à l'école que la guérilla vient de ce moment-là dont tu as parlé, si je me souviens bien. C'est ça qu'on nous apprend à l'école. Et tu nous avais parlé qu'en fait, toutes ces opérations un peu de guerre d'escarmouche, de guérilla, ça avait une origine antérieure. Est-ce que tu peux me rappeler vite fait dans les grandes lignes? Oui, alors on admet en général que le terme guérilla, c'est c'est espagnol, hein, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que la petite guerre, heu, elle n'existe pas à partir de la guerre d'Espagne. C'est certain que ça c'est pas vrai. Hem, dans les armées de par exemple, dans les armées de Louis XIV, les premières troupes légères, ce qu'on appelle les troupes légères, heu, c'est justement, pour ça qu'on les appelle les troupes, enfin, on les dénomine troupes légères parce qu'elles sont adéquates à la petite guerre, elles se déplacent très rapidement et cetera, et c'est les premières unités de hussards, c'est sous Louis XIV. Mais, heu, la, mmh la 1re, utilisation réelle, en fait, c'est effectivement pendant, oui, effectivement, alors je veux pas remonter à l'Antiquité, on peut remonter à l'Antiquité avec les peltastes, avec tout un tas de troupes qui étaient adaptées à ça, notamment, comment s'appelait-il? Justement, c'est ça qui est amusant, c'est que les premières troupes de guérilla, sous dans l'Antiquité, c'est un général, romain qui va se rebeller contre l'Empire en Espagne. Je me rappelle jamais de Oui, son mais nom. Si, euh, tu l'as? excuse-moi. Non, non, pas du tout. Vas-y, Ah, finis ton propos. attends, attends, je finis. Et donc, pour ce qui est pour ce qui est de l'origine, à mon sens, hein, au sens moderne, heu, de la guérilla, on peut le retrouver en fait en Nouvelle-France. Parce qu'en Nouvelle-France, très rapidement, les milices, québécoises, heu, vont pratiquer la guerre, que pratiquent les Indiens américains, les Amérindiens. Ils vont utiliser, tout un tas de modes, de comportement opérationnel, leur bouffe et cetera, et surtout comme ils ont des alliés, on avait des alliés Outaouais et cetera, on se met à faire la petite guerre. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que, les Anglais, le fameux, c'est ce que je disais l'autre fois, le corps le plus célèbre, en fait, c'est les Rangers de Rogers, Rogers Rangers, qui eux-mêmes vont utiliser des tenues, les premières tenues vertes, et cetera, et cetera. On les appellera irréguliers parce qu'ils ne portent pas un uniforme régulier selon les régulations, les règles, et cetera. Et donc en fait, c'est quelque part, on va initier à l'ère moderne un peu cette technique de la petite guerre, et au fil de l'histoire, c'est plutôt les anglo-saxons qui vont la développer. Royal Ah, Canonnier. Arsène, c'est bon? Je t'ai répondu? ouais, enfin, je voudrais voir si je peux résumer à la manière d'un cancre. Oui. C'est-à-dire que quand on passe à la guerre avec des armes à feu, les précurseurs sont enfin, les Québécois, enfin, sont les Ouais, personnes les de la militaires. Nouvelle-France, c'est ça, les Français de Nouvelle-France qui s'inspirent des techniques indiennes et les adaptent avec cette nouvelle arme qui est l'arme à feu. Puis les Rangers de Rogers perfectionnent la chose, et puis toutes les institutions militaires reprennent le concept et le perfectionnent au fil du temps, quoi. Parce que j'ai Ouais, bon à dire que on peut dire ça, mais c'est vrai que même au 18e, c'est notamment, c'est pendant le soulèvement de Bohême, non, pas au 18e, au 17e,
où on va avoir déjà des pratiques de guérilla, notamment contre, les Ottomans. Mais c'est vrai que, la guerre de 7 ans, en Nouvelle-France va vraiment, comment dirais-je? Mettre en avant la pertinence de la petite guerre, par rapport au rang, notamment en fait, il y a un des exemples qui, à mon sens, est extrêmement flagrant, c'est la bataille de la Monongahela, quand, tu as toute une colonne britannique, qui arrive, en ordre de bataille, en colonne d'assaut et cetera et ils se font encadrer par, un effectif bien inférieur, mené par, je me rappelle jamais de son nom, un capitaine français, des compagnies franches de la marine. Ils sont tous habillés à l'indienne, quoi. Enfin, en gros, ils sont à poil, ils ont juste leur cornet à poudre, quelques balles, et ils courent d'arbre en arbre. Vous avez un film qui montre assez bien ça, hein, c'est, The Patriot avec, Mel Gibson. Tu sais, il le surnomme le fantôme. Bon, bah, c'est ça, il pratique la petite guerre, hein. Vous avez un passage où en fait il est tout seul, ses gosses en fait, tirent depuis une souche et puis lui, vous le voyez, il a placé des mousquets un peu partout et c'est pas si déconnant, hein, son truc, hein. Bon, ça finit au corps à corps à coup de tomahawk, normal, hein, voilà, il se bat comme un entre parenthèses, à la fois comme un Européen et un Indien. Voilà. Je t'ai répondu, Arsène? Ouais, merci, parfait. Canonnier, qu'est-ce qu'on est allé foutre là-bas? C'est simplement pour, relever le titre, guerre du Vietnam, c'est exactement ça, c'est peut-être la différence avec, quand même la petite guerre, d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant on parle de guérilla, plus de petite guerre. Au départ, c'était la petite guerre, c'était les Français, mais il y a pas Ouais, cet aspect idéologique. Là, il y a un ouais, aspect pourquoi le Vietnam? C'est vous l'avez parfaitement résumé, hein, c'était ou enfin, les communistes au Vietnam. Là, c'est vraiment la religion catholique qui reprend le dessus, alors qu'elle est contrairement à ce qu'on croit, elle était en plein déclin, hein, au XVIIIe siècle, comme partout en Europe. Un peu ouais. moins malgré tout, mais elle était quand même en déclin. Certes, l'Inquisition existait toujours, mais c'est pour le folklore presque pratiquement. Qui, Mmh. subissait les tribunaux d'inquisition en Espagne en fin XVIIIe siècle? Quasiment personne, quoi. Non. Donc vraiment, c'était, paradoxalement, c'est tout le paradoxe de la situation. C'est une guerre vraiment idéologique qu'on a vécue par contre, également en France, avec les guerres de Vendée et en Bretagne. Ah mais Vraiment de on va en parler, hein. c'était vraiment On en des guerres de parlera, guérilla aussi, hein, c'est clair, hein, totalement. pardon, et qu'on a mis l'armée, l'armée républicaine était mis en échec. Il Ouais. faut le dire parce qu'au final, il faut le rappeler, les Français, la République a dû négocier Mmh. avec les Chouans et les Vendéens pour en fait, d'une certaine manière, bon, on arrête, mais on accepte vos prêtres, tout ça, mais en même temps vous arrêtez de vous soulever. Donc Mmh. là, ils auraient pu peut-être s'en apercevoir, avant d'y aller là-bas, parce que c'est effectivement le titre exact, c'est le Vietnam, dans le sens où, comme vous l'avez dit, les Espagnols, ils aiment pas les Français, mais ils aiment pas les Anglais non plus. D'une certaine manière, ça les emmerde presque que les Anglais, soient Oui, venus pour, partager la victoire. En gros, ils auraient préféré se ouais, débarrasser des Français eux-mêmes. On va être très clair, hein, donc c'est vraiment ça et c'est une horreur absolue, hein. Cette guerre est une horreur absolue. La Russie, c'était différent, c'est plus un problème logistique et c'était du grand n'importe quoi aussi. Mais mmh, l'Espagne, c'est vraiment une horreur, complète, hein. On oublie les massacres, ouais. qui sont dignes des nazis, hein, alors les Inside Ah Troupes clairement, les clairement. Inside Troupes n'existent pas à l'époque, mais c'est à peu près l'équivalent, hein, Mmh. je fusille, je tue, je massacre, je viole, je pille, vous l'avez dit clairement. La seule chose qui sauve, disons la République et le la France, c'est que les gens n'écrivent pas savent pas écrire à l'époque en Espagne, je pense. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a eu des massacres, on sait tout ça, mais d'une certaine manière, on a fait pire après, donc c'est pour ça qu'on oublie, hein, c'est l'avantage, de l'histoire et du passé. Il y a une forme de cancel culture qui existe. Et puis c'est les Espagnols d'une certaine manière, et puis les Espagnols, bah, ils sont pas trop aimés des Britanniques, comme c'est eux qui enfin des Anglo-Saxons, comme c'est eux qui font l'histoire, on s'en fout un peu.
Ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud aussi, avec les camps de concentration. Voilà, c'est un carnage c'est la honte de la France. Moi, j'estime que c'est la honte. Autant, par contre, là, j'ai beaucoup plus de honte que ce qu'on a fait en Afrique, ce qu'on a fait en Espagne, par contre. J'estime que là, il y a une lourde responsabilité. C'est tout ce que j'ai. Bah, d'accord. Alors après, oui, bon, je serais pas aussi dur. Moi, j'ai honte de rien de ce qu'a fait la France, parce que j'en ai plein le cul qu'on nous dise. Je comprends hein, ce que tu veux dire, un peu, y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai que par rapport à l'atmosphère générale, bon, c'est. En fait, ce qu'il faut quand même noter, c'est que c'est pas forcément inhérent aux Français, hein, de toute façon. Ce qui s'est passé en Espagne, c'est inhérent à une troupe. Prenez des mecs. Pendant plusieurs mois, voire un an, vous les projetez sur un théâtre d'opération complètement étranger et en plus de ça, quand vous connaissez la logistique, des troupes de Napoléon, heu, c'est les mecs, c'est des traînes savates, hein. Moi, j'ai j'ai fait pas mal de recherches sur l'uniformologie. On voit toujours, des soldats de plomb. C'est-à-dire qu'en fait, on voit toujours des mecs avec des supers uniformes et cetera. À certains moments de la campagne, ils avaient des trous, de partout, quoi. Ils étaient à moi ils avaient pas de chaussures, ils ont été obligés de carrément, j'ai fait une figure j'ai sculpté une figurine, je l'ai pas là. J'ai sculpté non, je sais pas où je l'ai foutu. Elle doit être là-bas. J'ai sculpté une figurine où on voit un officier avec un espèce de pantalon bouffant qu'on appelle, un pantalon de Nankin. C'est la toile de Nankin, parce que justement, en fait, la logistique suit plus, ils ont des uniformes troués, rapiécés, la bouffe, elle est très dure à trouver, parce que comme les armées de Napoléon se nourrissent sur la bête, bah, la bête, à un moment donné, il y a plus rien. En plus de ça, les Britanniques, les Espagnols et les Portugais pratiquent la terre brûlée, justement, parce que c'est redoutable. Vous avez en fait, à, à un moment donné, vous avez une armée française qui opère au fin fond du Portugal. Vous imaginez la ligne logistique entre Bayonne et le fin fond du Portugal pour pouvoir acheminer de la bouffe, des munitions, etc. C'est pas possible. À un moment donné, il y a un siège, je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce siège. Les Français mettent le siège devant une ville espagnole. Euh, Moi, le chiffre m'a sidéré. Attendez, c'est. Alors, c'est pas voulu hein, ce qui va se passer, mais en gros, euh, il y a un coup au but des canons français qui va faire péter 70 tonnes de poudre dans une ville. Parce qu'en fait, le coup au but tape dans l'arsenal. Euh, c'est comme ça qu'ils ils vont prendre la ville d'ailleurs. Mais ça veut dire quoi en fait? Alors le chiffre est hallucinant, mais ça veut dire qu'il y avait des arsenaux, qu'on trimballait pas tout n'importe comment comme on voulait, il n'y avait pas de camion, enfin bien, etc. Donc on est quand même sur des problèmes logistiques assez énormes. Euh, et en plus de ça, si par-dessus vous rajoutez la guérilla, le peuple qui a pas du tout envie de voir les Français dans le coin, qui, moi j'ai lu des trucs, enfin c'est limite comme au Vietnam justement, le gars, il part pisser, il revient pas parce qu'il s'est fait égorger quoi. Et tu lis ça en fait pendant la guerre d'Espagne. Tu pourrais très bien lire la même chose, au Vietnam, dans les années 60 quoi. C'est exactement pareil. Donc les exactions, bien sûr qu'il y a des exactions, mais d'un autre côté, je veux pas je veux pas les excuser. Alors voilà, j'ai retrouvé. Les 70 tonnes de poudre qui explosent, c'est le siège d'Almeida. Voilà. Euh, et donc en fait, euh, c'est un comportement que d'autres armées peuvent avoir. Et effectivement, c'est vraiment, on est vraiment sur un problème moderne de viol, de massacre, etc. Mais j'ai envie de dire, est-ce que des guerres peuvent être propres, tu vois? Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une différence qui est assez flagrante quand on voit le théâtre d'opération autrichien, allemand, etc., et le théâtre d'opération en Espagne. C'est que quand vous lisez les recensions de l'époque, bah, le paysan allemand, il est, il est pas horrible du tout.
le paysan autrichien, ça va. Il En fait, on dirait qu'ils sont tellement habitués à se faire envahir, je pense que ça vient de là, qu'ils voient passer les armées, ils savent que de toute façon, s'ils coopèrent pas, ils vont se faire zigouiller, donc ils donnent de la bouffe et puis voilà, comme ça, ils achètent un peu leur tranquillité. Les Espagnols, ils sont pas trop habitués à se faire envahir, donc ils vont pas se laisser faire, quoi. Je suis d'accord, mais non, parfaitement d'accord avec vous, colonel, c'est simplement je voulais pas dire oui, effectivement, vous avez raison de dire, que toutes les armées qui ont envahi, que ce soit les Britanniques et cetera, sont toujours, toute armée d'invasion s'est comportée de cette façon. Bah oui. Simplement, il y a cet aspect, qu'il y a pas dans le reste de enfin, je trouve que l'Espagne, c'est particulier quand même, hein. Et Ah ça va oui. très bien avec le titre, c'est-à-dire cette guerre, on pourrait même presque de pré-guerre totale, quoi. C'est vraiment il y a un côté Ouais, idéologique que le catholicisme n'a pas su influen faut être honnête, l'Autriche est catholique, il y a jamais eu, à part peut-être le Tyrol avec Andreas Hofer, où effectivement il y a eu des révoltes et cetera, mais ça a pas pris cette dimension d'une violence inouïe, ouais, ouais. qui s'est vraiment Ouais, mais cristallisée, regarde, attends, je trouve. attends, 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 Oui, regarde. oui. C'est ça que je veux te dire, c'est que, heu, tu es l'armée de la tu es le soldat de Napoléon. Tu rentres en Espagne. Tu es habitué à faire campagne, à Wurms et cetera, là, où en gros tout se passe bien. Putain, d'un coup, les Espagnols, ils t'emmerdent. Ils veulent pas te donner de la bouffe. Ils veulent pas te loger ou ils te logent mal ou ils te font la gueule, enfin et cetera, machin, enfin, ils t'attaquent, ils t'égorgent et cetera. En fait, il y a une moi je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, quand on le lit, c'est ça. Il y a une crispation. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois tes potes se faire buter, bah, dès que tu croises un Espagnol, tu lui mets un coup de crosse et un coup de baïonnette dans la gueule et tu vois? Mais C'est c'est là aussi où c'est aussi con que ça. je reste je suis d'accord, mais ça reste pas moi alors parfaitement d'accord, mais pourquoi ça s'est passé là-bas? Parce que ça s'est passé nulle part ailleurs. Même en Mais parce Russie, la Russie parce qu'il y a parce que il faut rappeler en plus, vous l'avez très bien dit colonel, dès le départ, c'est une famille qui est en plein déclin. On voit le ah ouais, bordel. Moi, ouais. j'ai lu sur la famille, espagnole de l'époque, c'est un bordel sans nom. Ah C'est ouais, à ils la sont fin, horribles. on Mmh. se tire les cheveux, mais c'est quoi cette famille? Hein, Ouais, ouais. je suis désolé, je suis réaliste, mais je et pourtant, les gens se battent pour eux. Les gens se battent pour eux. Ouais, non, mais là, C'est je pense fou. que je pense qu'ils Ah se non, non, battent mais ils se battent ils se battent pour l'Espagne.